Merci à tous déjà de vous être joints pour ce webinaire, spécialement en français. Je sais que je n'ai pas forcément l'habitude de le faire. La communauté du DAM est très anglo-saxonne. Mais au regard finalement du travail que l'on effectue, que j'effectue aussi avec la société AQ Equity Software, ex-DAM Foundation, il me semblait important de partager un certain nombre d'éléments sur lesquels nous travaillons. Et donc, je vais vous dérouler un certain nombre de slides pour vous aider justement dans la sélection et dans la liste des critères en vue d'une sélection d'une solution de DAM. Voilà. L'idée, ce n'est pas forcément, contrairement au webinaire que j'ai pu vous présenter au mois d'avril, de vous faire un état du marché, des éditeurs, etc. Vous le verrez à la fin, pour cela, vous pourrez retrouver tous ces éléments-là. L'idée, c'est véritablement, à partir du moment où je m'engage effectivement à démarrer un projet de DAM, euh, finalement, comment démarrer et quels en sont les critères. Alors, le premier point, c'est présentation. Euh, et vous le verrez d'ailleurs à la fin que dans cette série de webinaires que l'on fait en anglais avec la société AQ Equity Software, nous avons un webinaire demain à 18 h sur comment je veux dire, auquel vous pouvez vous joindre. Alors, AQ Equity Software, c'est une société qui est dirigée par Marc Davy, qui en est le principal et qui a presque une petite dizaine d'années. C'est une équipe constituée de 6-7 personnes, essentiellement centrées sur des spécialistes du DAM, de la data analytics, et qui finalement a pour but dans ce marché du DAM de plus en plus complexe à remettre un petit peu d'ordre et en tout cas essayer de guider les utilisateurs vers une simplification. On sait qu'on est dans un marché qui est de plus en plus fragmenté, que c'est de moins en moins évident pour les utilisateurs et les clients donc de trouver son chemin. Alors, évidemment, on a toujours cette question des clients. Est-ce qu'il existe un standard d'âme sur le marché? Et finalement, le travail que fait IQ Equity ou que peuvent faire également des gens comme le Real Story Group vise un petit peu à normaliser tout cela. Et donc, depuis cette année, donc nous avons rejoint en ma personne cette équipe pour travailler justement dans l'analyse des données clients. Et ça, comme vous allez voir, c'est important puisque au fil des années, énormément de data ont été collectées auprès des utilisateurs afin d'établir au mieux leur expression de besoin. Pour ce qui nous concerne, Activo, donc c'est une jeune société que j'ai créée il y a un peu plus d'1 an et demi et qui vise essentiellement à accompagner les clients dans la sélection de leurs solutions. On part d'une expérience client, on essaye de trouver le- en tout cas les solutions qui vont permettre d'acter la transformation digitale avec comme fondamental le DAM pour le Digital Asset Management, le PIM et le CMS qui ne sont pas partis, qui ne font pas partie de ma présentation, mais DAM et PIM CMS sont un petit peu ces acronymes que l'on retrouve beaucoup chez les clients. Je pourrais vous parler également de MDM, mais là aussi, je vous en parlerai un peu plus à la fin. Travaille aussi sur tout ce qui est analytique, c'est bien entendu, sur toute la partie onboarding qui vise à accompagner non seulement les clients leur, euh, pour les aider à choisir la solution, mais également à la mettre en place. Du côté d'Acu Equity, c'est une société qui s'est créée en 2012, donc il y a un petit peu moins de 10 ans, mais on va dire que Marc officiait pratiquement depuis 2010, travaillant auparavant avec le Real Story Group. Vraiment une société britannique centrée sur le DAM et tout ce qui en fait un peu sa complexité, avec quand même des éléments fondamentaux liés à la métadonnée, au travail du vocabulaire. Et comme vous le verrez, ce sont des éléments qui sont fondamentaux dans l'expression de besoin. Et donc, cette année, j'ai donc rejoint mon ami Marc pour travailler ensemble là-dessus. Et c'est tout le bénéfice avec l'idée, bien entendu, d'avoir une version française. Et c'est un petit peu le but, en tout cas, de notre initiative collective, c'est que j'apporte une résonance française à ce travail qui est fait côté US, parce qu'il est vrai qu'un peu trop souvent, en tout cas,
les organisations qui officient autour du DAM restent essentiellement anglo-saxonnes pour des raisons qui sont assez simples. C'est que le DAM vient des US au milieu des années 90 et voilà, n'est pas forcément, en tout cas, euh, n'a pas trouvé de résonance avec des organisations en France. Alors, notre agenda aujourd'hui, il est assez simple. J'aurais pu le faire un petit peu encore, un peu plus complexe, mais l'idée, c'est de pouvoir couvrir en une quarantaine de minutes l'ensemble du sujet, avec un premier point qui est l'audit des ressources, l'expression de besoin qui vient tout de suite après, l'analyse des écarts, ce qu'on appelle le gap analysis, c'est-à-dire vérifier finalement par rapport à l'expression de besoin et les solutions que l'on peut choisir, quel peut être ce gap et l'analyser. Et je terminerai par les 10 core, qui sont ce standard du DAM qui a été mis en place par IQ Equity là, depuis 5-6 ans à peu près, et vous expliquer en quoi cette méthodologie, en tout cas, permet au mieux d'apporter une clarification sur les solutions. Et je terminerai par un petit peu de conclusion et quelques liens. Donc, l'audit des ressources. Bon, l'audit des ressources, c'est quoi? L'audit des ressources vise véritablement à mesurer un petit peu les points faibles et les points forts au sein de votre entreprise, et notamment dans le cas du démarrage d'un sujet comme le DAM, de voir un petit peu qui va pouvoir prendre en charge ce sujet-là. Donc, quelques points essentiels à retenir en termes de stratégie. Et comme j'aime souvent le répéter, quelle que soit la technologie aujourd'hui existante, le succès vient d'abord d'une équipe. Et donc, il est très important d'avoir la bonne équipe. C'est d'autant plus vrai dans le cas du DAM, car très souvent, on essaye d'aborder le sujet du DAM avec un petit peu la même résonance, je dirais, qu'un autre sujet technologique. Le DAM, c'est un métier particulier, tourné autour de l'actif numérique et des métadonnées. Et il est important d'avoir les bonnes équipes. Alors, on précisera les choses un petit peu plus tard, mais on parle de documentalistes, on parle de DAM manager, choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et on verra que finalement, aussi bien clients que éditeurs commencent à comprendre cette expression de besoin et viennent en tout cas avec ce besoin précis. Mais en tout cas, il est extrêmement important d'identifier ces personnes. Bien entendu, dans le cas d'une solution de DAM, une des premières choses que l'on va faire, c'est identifier l'ensemble des solutions. Je vois encore trop souvent aujourd'hui chez beaucoup de clients, c'est pas non dans le cas d'un choix d'ADAM, en fait, on s'aperçoit qu'on en a déjà 3 ou 4. Donc là aussi, il faut mettre un petit peu d'ordre et c'est aussi un peu de notre travail. C'est de temps en temps, c'est pas forcément dire bah, on va choisir un autre, mais pourquoi pas utiliser déjà celui existant. Et tout ceci centré autour d'un ensemble de processus qui visent à travers une gouvernance bien précise, en tout cas, à organiser ce projet d'âme. La gouvernance étant bien entendu quelque chose de fondamental, la communication avec les équipes également. Donc, en termes de méthodologie, important d'avoir un entretien avec l'ensemble des partenaires, de communiquer, hein, on dit toujours. Moi, je le vis au quotidien avec des clients et la plupart du temps, on passe effectivement une bonne partie de son temps en tout cas, à se partager l'information, à se définir des objectifs précis. Alors, on va parler d'indicateurs de performance. Alors, c'est peut-être un petit peu avancé par rapport au sujet, mais en tout cas, ce sont des choses qu'il faut avoir bien, en tout cas, en commun, partagées et pouvoir les identifier. Alors là, je vais arriver tout de suite à des choses qui, je pense, qui vous sont connues pour certains d'entre vous et qui visent au problème de contenu. Alors, l'ensemble des analytics que vous allez voir sont issus d'une recherche qui s'est faite sur plusieurs années avec pratiquement plus de 3000 clients. Et au sein d'Equity Software, on a un data analytics qui s'occupe justement de mettre à jour ces data, de faire des interviews et de ressonder très souvent dans l'année ces informations afin en tout cas de les maintenir cohérentes et à jour. Et dès que l'on parle de contenu, évidemment, une des premières préoccupations des clients, bah, c'est l'accès, l'autorisation et le rôle liés autour des assets. Et c'est bien l'objectif aussi du DAM. C'est pas un Dropbox, c'est pas un file serveur, c'est la capacité de pouvoir organiser autour de permissions et de droits l'accès aux assets. Le deuxième point qui est crucial, qui est vraiment le type de fichier, et évidemment, suivant que l'on est
qu'une marque, avec éventuellement des utilisations d'assets relativement simples. On parle de JPEG, typiquement, à des marques plutôt orientées, par exemple, vers le packaging, avec des assets beaucoup plus compliqués. Évidemment, la nature de l'asset est importante et ça fait véritablement partie, en tout cas, des éléments à réunir dès le départ, avoir une collection d'assets le plus représentatif du besoin de la société. Et en tout cas, il faut faire cet échantillonnage-là qui nous servira après pour tester la solution. La notion de process et de workflow, voilà, aussi, qui est de plus en plus important. Le DAM, ça va plus loin que la simple définition de, de concentration des assets de l'entreprise. On parle de l'utilisation des assets au regard de campagnes marketing qui vont être menées. Donc là aussi, la définition du DAM dans son corps reste à la qualification de l'asset, maintenant de plus en plus. Et c'est aussi la voie aujourd'hui d'un certain nombre d'éditeurs, ce qui est une bonne chose, puisque finalement, ça rend ce qu'on appelle le DAM dynamique. Alors, on trouvera des termes comme DAM dynamique, DAM entreprise, etc. Mais évidemment, le but du DAM est de pouvoir utiliser les assets dans le cadre euh, de campagne marketing, de distribution d'assets sur des plateformes de communication. Et donc là, on a relevé un certain nombre de ces différents points. Et vous voyez que les points essentiels tournent essentiellement autour de l'autorisation des assets, le type de fichier et la gestion de workflow. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les outils de l'entreprise qui sont le plus couramment utilisés, bon, je crois qu'il n'y aura pas de surprise pour la plupart des utilisateurs. C'est bien entendu l'email qui a tendance un petit peu à ralentir les process, justement, c'est-à-dire qu'on est encombré d'emails. La partie téléphone, les messageries Yammer. Alors Yammer, c'est une messagerie qui est interne aux entreprises, notamment dans les environnements Microsoft. Le SharePoint, qui est beaucoup utilisé en entreprise et très souvent dans les premières ateliers de découverte, on s'aperçoit que SharePoint, on va dire, qui est l'habillage web qui permet de rendre un peu entreprise le partage des assets dans l'univers Microsoft, se veut de plus en plus corporate, de plus en plus à l'image de la marque, mais en même temps, avec un des points faibles, ça ne reste pas un DAM. C'est-à-dire que dès qu'on va essayer de faire des recherches, on va s'apercevoir que c'est vite catastrophique. Deux autres points qui sont de plus en plus ancrés dans la problématique des entreprises, ce sont les CRM, alors que ce soit du Salesforce, que ce soit du SAP, alors CRM, ERP, etc. Et là aussi, de plus en plus, on a ce besoin de connectibilité avec une partie du CRM liée au DAM. Voilà, c'est ce qu'on va appeler les métadonnées personnalisées. Au niveau du type de contenu, de fait, puisqu'on parle de SharePoint, largement répandu dans les entreprises, on tourne essentiellement sur des documents Office, que ce soit PowerPoint, Word, Excel. Les images, évidemment, puisque ce sont les parties les plus, en tout cas les plus importantes au regard d'une communication, mais également les fichiers, les fiches Creative Suite, ainsi que les vidéos. Voilà, donc on a aujourd'hui ce qu'on appelle cet environnement riche de médias, aussi bien il y a des documents, d'ailleurs que j'aurais pu rajouter la partie PDF qui est inclus dans la partie de documents texte. Donc ce sont des PDF, des documents Office, des images et des vidéos. Voilà. Après, au niveau de la distribution, de la même manière qu'on retrouve l'email en entrée, on le retrouve évidemment en sortie. Alors cet email en sortie, il peut être un peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'il peut être encadré autour de workflows liés à la solution. Maintenant, on sait tous que très souvent, et c'est aussi une des problématiques dans le choix d'une solution, on ne va pas choisir non plus un DAM pour ressortir les assets du DAM et pouvoir refaire des mails derrière, ou alors refaire un WeTransfer. En termes de canaux de communication, quand on peut le voir, le print n'est pas mort, hein, c'est-à-dire que très souvent, bien entendu, un des canaux principaux de distribution reste aussi le print, même un petit peu avant le direct mail ou les sites web. Et le print aujourd'hui en tout cas est de plus en plus lié aux dames et on voit un certain nombre aujourd'hui de prestataires de print en demande
Pour vous donner un exemple, la demande en print on demand entre cette année et 2022, elle va passer de 15 milliards à plus de 22 milliards, donc 4 à 5 fois plus importante même que l'augmentation des besoins en DAM. Donc toute l'utilité aussi en termes d'audit de ces ressources, de lier quand même le DAM à un moment donné à des éléments de print. Alors, au niveau des utilisateurs et de l'utilisation de ces contenus, on va dire que c'est assez éparse. C'est-à-dire que finalement, le DAM a ce besoin du DAM a finalement un besoin qui va aussi bien regrouper les demandes des designers, de créatifs, de chefs de projet qui ont besoin de valider des assets, de gens qui sont responsables de la marque, jusqu'à même l'analyse et même l'archivage de données. En sachant qu'il faut le savoir à la base, le DAM signifie quoi? C'est d'abord de l'archivage. Évidemment, on a passé cette étape-là. En tout cas, le besoin du DAM est ressenti par l'ensemble des entités ou ce qu'on appelle des business lines des différentes marques, un besoin qui est commun et générique. Donc, au final, l'idée, en tout cas, lorsqu'on fait un audit de ces ressources, c'est de pouvoir identifier une solution qui puisse permettre de regrouper l'ensemble des assets de l'entreprise. Alors, je sais que c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, on est dans de nombreux cas, si on veut en tout cas retrouver du retour sur investissement, les solutions de DAM aujourd'hui permettent d'avoir cette capacité à réunir toute la richesse de vos assets, d'aller appliquer des solutions de workflow pour rendre dynamique cet asset et après de pouvoir les distribuer sur les différents réseaux de communication. Donc, l'autre point, bien entendu, c'est identifier tout ce qui peut être point bloquant dans cette stratégie. Et bien entendu, penser à toute la partie vocabulaire, mais là aussi, j'y reviendrai juste après. Alors, au niveau d'expression de besoin, alors là, j'ai vraiment essayé de me remettre avec l'équipe de Aki Equity de se mettre au niveau des clients. Et on a repris finalement, à travers un sondage qui a été renouvelé cette année, la plupart des demandes aujourd'hui des utilisateurs. Alors, que ce soit des agences, des marques, des publishers, vraiment tout type de clients. Alors, une des premières demandes, bien entendu, ça va être l'interface utilisateur. Je crois que là, on est tous d'accord. Il paraît inconcevable aujourd'hui, pour faire ce qu'on appelle un onboarding facile, d'avoir un outil qui ne correspond pas aux standards web du marché. Et alors, l'interface, ce sont des choses, on ne va pas rentrer dans la technique, je pourrais vous parler d'Angular, de React.js, etc. Peu importe finalement, mais en tout cas, c'est apporter cette facilité d'utilisation de l'interface comme on peut l'avoir sur les réseaux sociaux. Personne n'a appris à utiliser Facebook et tout le monde l'utilise. Donc, ça passe aujourd'hui par des mécanismes de glisser, déposer des assets, de ce qu'on pourrait dire, comme me disait encore récemment un client, d'interface un peu à la iPhone. Alors, tout en mettant un petit peu, bien entendu, de distance par rapport à ça, cette expérience, elle est extrêmement importante. Voilà, il faut que ça soit simple. Je dis souvent qu'il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour utiliser un outil. Donc là, ce sont des choses véritablement importantes. Il paraît compliqué aujourd'hui d'aller emmener un client sur une solution assez loin de ces standards. La notion aussi de travail des assets est importante, comme on l'a pu voir, hein, en termes d'expression de besoin. C'est la capacité de transformer, de travailler l'ensemble des assets, parce que le DAM, c'est d'abord un moteur pour processer ces assets-là. La partie de droit, rôle et autorisation, donc comme on a pu le voir au tout début, tout ce qui va être lié aux métadonnées et à la recherche. Voilà, donc là, on est vraiment à l'essence du DAM, hein, transformation des assets, moteur de ces assets, moteur des métadonnées. Et bien entendu, comme on a pu s'en apercevoir sur les dernières données, la capacité d'utiliser ces datas pour les partager et les diffuser. Alors, parmi les problèmes que l'on va aborder au niveau du client, mais aussi au niveau de l'éditeur, ils vont être de deux ordres. Du côté client, on va bien entendu lancer un RFI et un RFP. Alors là aussi, il faut essayer de faire les choses dans l'ordre. Quelquefois, on va essayer d'aller plus vite que la musique, ou commencer avant que le RFP soit fait, ou partir un petit peu dans tous les sens. Là, il faut vraiment poser les choses très clairement. Maintenant, vous avez aussi
parce qu'il faut redonner aussi quand même, en tout cas, il faut donner la quote-part aux éditeurs. Là, beaucoup d'éditeurs aujourd'hui travaillent à fournir des templates aussi de RFI, RFP. Alors, ce n'est pas parce que c'est un éditeur qui le donne qu'il ne faut pas le prendre. Chaque éditeur a aussi son expérience. Et on peut aujourd'hui très facilement trouver un peu ces templates qui peuvent être de très bons points de départ. Au niveau du client, bien entendu, ça va être, comme je l'ai précisé au départ, un esprit de corps et d'équipe, hein. C'est-à-dire qu'il faut véritablement réunir la bonne équipe, les bonnes personnes afin de démarrer ce projet. Revenir également sur essayer en tout cas d'imaginer un processus de démonstration dans lequel on va pouvoir aller tester la solution. Une solution de DAM, c'est pas simplement uploader des assets et faire une recherche. Il faut essayer de coller au plus proche, en tout cas, de notre problématique. Et de côté de l'éditeur, je dirais que globalement, il y a quand même du mieux. C'est-à-dire que la plupart des éditeurs aujourd'hui ont une expérience métier et la font valoir. Maintenant, quelquefois, ça se transforme trop un petit peu en une liste de fonctionnalités et qu'il reste encore du travail à faire pour les embarquer dans ce travail, je dirais, de scénarisation. Voilà. Et là aussi, ce sont des conseils que l'on vous donne lorsqu'on fait, en tout lance un RFP, lorsqu'on va aller jusqu'à la démonstration. Ce n'est pas simplement laisser l'éditeur jouer avec ses propres assets, mais essayer en tout cas, de lui donner un rôle à jouer relatif à votre expression de besoin. Alors, au niveau de l'interface, alors là, pour chacune de ces catégories, j'ai repris un petit peu les fonctionnalités essentielles qu'attendent les clients. Et versus, on a en fait un petit peu ce qui est le plus attendu, ce qui est bien d'avoir, ce qui n'est pas forcément utile, relatif justement à la validation de ces actifs numériques, à la bande passante un petit peu qu'on va pouvoir y consacrer, ainsi à la notion de gestion de projet autour de la transformation de ces assets. Alors, au niveau de l'interface, on est bien entendu sur, comme je viens de le citer, il faut qu'une interface elle soit la plus conviviale possible, qu'elle soit responsive, et donc, en tout cas, qu'on ait rapidement une adhésion. Une interface aussi qui doit être la plus personnalisable. Ce sont des choses que l'on voit de plus en plus avec des systèmes de widgets. On va pouvoir personnaliser sa home d'entrée. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Le tout, bien entendu, au bénéfice de l'expérience client. Au niveau de l'accessibilité, l'appareil, alors on va dire qu'on a deux situations. À partir du moment où on parle d'une entreprise et même dans le cas de petites PME, ETI, bien entendu, valable aussi sur des grands comptes. De plus en plus de clients embarquent aujourd'hui ce qu'on appelle un Active Directory, donc un annuaire d'entreprise auquel il va falloir se connecter. Donc là, c'est important évidemment de savoir si la solution a cette capacité-là. Et en tout cas, la gestion des utilisateurs et des rôles n'est pas forcément évidente chez tout le monde. Donc là, ce sont des choses également à vérifier et avoir la capacité, quand même, toujours, au niveau de la solution, de pouvoir créer ses propres utilisateurs. Avec, au niveau de l'accessibilité, toujours cette question, est-ce que l'on doit avoir le serveur chez soi, en cloud ou en mode hybride, ce qui manque ici, là. Donc là aussi, ça va dépendre de la nature du type de fichier à traiter. Si vous êtes par exemple dans la mode avec des très gros fichiers, le mode hybride est souvent privilégié. Par contre, pour la plupart des marques, une solution cloud est parfaitement satisfaisante. Alors, au niveau des droits, des rôles et des permissions, là, c'est extrêmement important de pouvoir sécuriser son contenu, d'être en capacité, en tout cas, d'avoir une gestion des droits extrêmement incrémentale jusqu'à l'asset. Ça, ce sont des questions vraiment à se poser parce que ce n'est pas forcément évident et pas forcément des choses que l'on va voir en démonstration. Donc, ne pas hésiter en tout cas à poser cette question à l'éditeur. On doit être en capacité un utilisateur de lui afficher un seul asset. Voilà. Et très souvent aujourd'hui, notamment avec les solutions modernes, on doit jouer un petit peu avec un ensemble de métadonnées. Voilà. Les solutions modernes sont uniquement, la plupart d'entre elles, drivées par ce qu'on appelle des métadonnées. Et donc, il faut prévoir ce bon jeu de métadonnées afin que chaque utilisateur puisse voir uniquement ce qu'il a droit et rien d'autre.
Recherche et navigation, bah, il en va de soi, c'est la base fondamentale du DAM. Et là, on doit avoir l'ensemble des éléments constitutifs autour des thésaurus, donc du vocabulaire, des facettes. Je dis aussi souvent sur les métadonnées, c'est important aussi que le client en ait le contrôle. Voilà, c'est là aussi, suivant les solutions abordées sur le marché, parce que simplement, il y a des mécaniques de business où de temps en temps, bah, on va essayer de vous offrir ce service. Mais aujourd'hui, en tout cas, au regret de la technologie, ce sont des choses qu'il faut essayer au maximum de pouvoir contrôler, rajouter un champ, éditer soi-même sa taxonomie. Au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, alors évidemment, c'est toujours bien, ça fait un peu le buzzword. Là aussi, attention danger, je conseille toujours de travailler d'abord son vocabulaire autour des assets que l'on vient par exemple de migrer, de vérifier la pertinence de la recherche et seulement après d'activer, le cas échéant, l'intelligence artificielle qui peut se faire très bien à partir de tags. On va le tester simplement sur une collection d'assets. Mais dites-vous bien que voilà, dans certains cas, le simple fait de reconnaître des objets n'est pas forcément utile. Chez des marques, lorsqu'on est sur des produits bien spécifiques, l'intelligence artificielle ne va pas forcément apporter. Par contre, je dirais qu'on serait en attente aujourd'hui, la plupart des éditeurs, d'apporter un plus en termes d'utilisation de cette intelligence artificielle, notamment liée au parcours de l'utilisateur dans l'interface. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Au niveau des métadonnées, donc, on a parlé de taxonomie, on a parlé de métadonnées personnalisées. Donc là, on est sur toute cette structuration de métadonnées est extrêmement importante. Et je dirais qu'il faut pratiquement, comme le montre ce graphe, en tout cas avoir un maximum de possibilités. Voilà. On doit être en capacité aujourd'hui en 2020 de pouvoir complètement mapper l'ensemble de votre process métier, que ce soit sur des métadonnées standards type IPTC XMP, mais personnalisées, adaptées au métier. En sachant que le DAM, comme je l'ai précisé au départ, est souvent aussi en corrélation de plus en plus chez les marques avec un PIM, et que de fait, il faut être en capacité de pouvoir discuter avec le PIM et avoir un certain héritage de ces métadonnées. Au niveau des workflows, là aussi, c'est une tendance qui se confirme. Notamment l'année dernière, on a vu un certain nombre d'éditeurs de plus en plus intégrer via des partnerships un certain nombre de technologies. Là aussi, ça va dans le sens finalement de l'utilisation de façon intelligente des assets. Et au lieu d'envoyer un petit peu des mails à tout le monde, bah, de créer un projet à partir d'une collection d'assets, à partir d'une recherche d'une métadonnée, et pouvoir faire ce qu'on appelle du business process mapping, c'est-à-dire si dans l'entreprise, vous avez 3 départements qui doivent valider du contenu, on doit être en mesure de représenter ce cheminement de parcours. Alors, on va avoir des termes plus techniques comme ce qu'on appelle des tableaux de bord, des Kanban, des choses comme ça, des diagrammes de Gantt. Là aussi, il ne faut pas partir trop dans la complexité parce que très souvent, on peut vite se perdre. Mais bon, globalement, fruit d'intégration, un certain nombre d'éditeurs proposent aujourd'hui des choses assez sympathiques pour répondre à la question. Alors, les KPI, là, je le mets de plus en plus au top des demandes parce que véritablement, le meilleur moyen de valider en tout cas la- l'investissement d'une solution, c'est d'avoir des KPI afin de montrer à l'ensemble de la société. Alors, des choses évidemment basiques comme des rapports d'activité, mais je crois que, en tout cas pour une direction, les demandes, elles vont plus loin. Elles vont au-delà de la simple analyse de qui s'est connecté quand et comment, quel asset téléchargé. La demande, elle va dans ce qu'on appelle un peu du BI, Business Intelligence, c'est-à-dire cette capacité à mapper des métadonnées aussi bien externes, issues de votre CRM, issues de métadonnées particulières affiliées aux assets. Et, et par exemple, autour d'un workflow, être en capacité à la fin de voir quels ont été les points bloquants. Voilà. Donc là, on va quand même au-delà des simples KPI simples de rapport d'activité. Et ce sont des données qui sont très importantes, notamment au regard d'une direction afin de valider euh, la- le retour sur investissement. Et donc, si vous êtes, alors c'est ce que je vous présenterai à la fin, Equity Software aujourd'hui en fait propose un mode de souscription qui va permettre d'identifier ce besoin. Alors là, vous le voyez en anglais, en défilement un petit peu rapide, mais on va vous poser un certain nombre de questions, voilà, afin de mieux connaître
en tout cas vos besoins. Donc, on voit comment vous travaillez, avec quel type de source. Donc là, vous avez des choix multiples. Vous avez la possibilité de rajouter éventuellement d'autres types d'informations. Après, on va vous demander, donc là, ça se situe sur plusieurs étapes, avec quelle importance vous donnez à certains critères. Voilà. Donc là, vous retrouvez un petit peu l'ensemble des points que je vous ai donnés. Et c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à remonter aussi des analyses. En tout cas, c'est un très bon point de départ lorsqu'on commence un projet, afin d'identifier véritablement tout de suite, d'avoir une cartographie de votre expression de besoin. Voilà. Maintenant, je vais aborder le point de la gouvernance. Voilà, désolé, je reviens sur mon slide. Voilà. Donc la gouvernance est quelque chose qui est, alors qui est parfaitement ancré dans la culture anglo-saxonne. Aujourd'hui, c'est très souvent, bon, au fil de mon expérience, c'est quelque chose que, en tout cas, je peux témoigner. C'est souvent le premier sujet abordé, avant même les problèmes de sécurité ou d'expérience utilisateur. Et finalement, beaucoup de projets anglo-saxons, et le DAM marche bien côté aussi bien Angleterre ou US, parce que c'est véritablement ancré dans les méthodologies et d'accompagnement de projet. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il est important aujourd'hui de souligner et de voir vraiment à qui s'adresse le DAM, pour quel but, tout ce qui est gestion lié autour de la gestion des actifs, des rôles, de l'utilisation, qui va s'occuper, qui est en charge de s'occuper de tout ce qui est métadonnées. Donc tous ces éléments de gouvernance sont véritablement importants dans le cadre de votre projet. Maintenant, si on en vient à l'analyse en tant que telle de cet écart, de cette mesure des écarts, il consiste en quoi? Il consiste finalement à mesurer aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle et la solution envisagée, quel est un petit peu cet écart type et comment on va pouvoir y accéder. Au niveau des entités business, savoir comment elles fonctionnent et quel est leur potentiel. Comment l'entreprise, en tout cas, va pouvoir-t-elle mettre en place cette stratégie, comment s'améliorer. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont importants dans le cadre, dans le cadre de mesure de ces écarts. Comme vous l'avez compris, centré beaucoup autour des hommes, de l'expertise, des compétences, de l'information et de la communication, qui sont des atouts majeurs aujourd'hui dans le cadre de la réussite de votre transformation digitale. Et bien entendu, un projet, il va être en tout cas, il sera en réussite à partir du moment où vous saurez agréger l'information et la communication entre la communication, le marketing et la SI. Voilà. Et donc, tous ces sujets-là qui sont affichés, ce sont des éléments qui doivent être parfaitement mûris et au cœur de votre problématique. Et finalement, lorsqu'on va essayer de trouver, quand on va être en quête de cette solution, quelquefois, il n'est pas forcément utile d'aller chercher, comme le montre ce visuel, la Ferrari qui va essayer de tout faire, mais simplement de trouver la bonne solution qui aura quand même des capacités d'évolution, mais qui répondra d'abord à vos besoins. Voilà. Donc ça, ce sont des choses importantes, notamment en termes de retour sur investissement. Et là aussi, dans cette analyse, j'ai tendance à dire, parce qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu sur les standards, qui dit quoi et quels sont les avis, vous avez beaucoup de sociétés comme les Gartner, Forrester qui vont vous donner une liste d'éditeurs, mais qui ne vont pas forcément être trop proches de ce retour sur investissement. Donc prenez le temps, leur analyse reste bonne. Maintenant, voilà, c'est en tout cas un certain nombre d'éditeurs de solutions, quand ils sont parmi ces deux grands du marché, ils ne le sont pas gratuitement. Donc, voilà, choisir le bon véhicule de départ. Au niveau des hommes, bien entendu, c'est important d'identifier les connaissances et les talents. Gestion du DAM manager, gestion des rôles centrés autour du DAM, des expertises techniques et bien entendu la gestion du changement. Au niveau de l'information, là aussi, être en capacité d'identifier les actifs dès le départ, les métadonnées. Très souvent, on part de rien, c'est-à-dire qu'on a des assets sans nomenclature, sans métadonnées. Bah, comment résoudre ce problème-là? Et en tout cas, avant de démarrer, il faut qu'il soit parfaitement identifié.
Au niveau maintenant de la position du dame en tant que telle, il est également important de le situer. Et notamment dans le cas, par exemple, je prends le cas client d'une marque qui veut en tout cas, par exemple, porter ses produits sur Internet, hein, à travers des solutions B2B, B2C. Ce n'est pas forcément en prenant un système qui va tout faire qu'on aura la meilleure solution. Donc là aussi, bien identifier qu'est-ce que peut vraiment apporter le DAM depuis la création de l'asset jusqu'à sa syndication à travers des solutions de PIM, de MDM, etc. Au niveau également des problèmes d'utilisation, important également de bien cerner en tout cas le rôle de chacun dans ces systèmes que l'on va mettre en place. Idem pour les flux de travail, on a parlé de workflow. Là aussi, il faut être capable de les identifier. Euh, tout ce qui va être lié à la politique et la gouvernance, comme on vient de le voir. Et finalement, quand on essaye de faire un sondage, on s'aperçoit quand même de façon assez systématique, le premier problème qui revient, ça va être, et c'est là toute la notion de gouvernance autour de la métadonnée qui apparaît, finalement, combien de temps il faut pour retrouver un asset, combien de temps il vous faut pour aller recréer un asset. Et là, on s'aperçoit aussi bien chez des clients alors qui n'ont pas de solution, bon, évidemment, on se retrouve dans une mauvaise histoire où finalement on recherche dans des dossiers, ou alors chez certains qui ont trop de solutions et qui se retrouvent avec deux, trois dames et qui ne savent plus trop où chercher, ou alors dans certains cas, des solutions qui n'offrent pas en tout cas une pertinence de recherche suffisante. Mais encore, enfin en tout cas ce résultat montre une chose certaine, c'est que la fondation du DAM, ce sont les assets et les métadonnées, et qu'à un moment donné, il faut s'y atteler de façon correcte. Donc là, c'est pareil, pour aider en tout cas à cette analyse au niveau des clients, avec Equity Software, on a un mécanisme de script qui va permettre également de vous accompagner. Bien entendu, ce formulaire qui vous est proposé n'est quelque chose qui n'est que le point de départ et qui ne vise qu'une seule chose, finalement, à démarrer votre projet ensemble, à communiquer et en parler. Voilà. Bon, vous retrouverez de toute façon ces vidéos dans mon... Hop là. Alors maintenant, je vais terminer par un point essentiel que sont les 10 core. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont très souvent, à travers nos échanges sur les réseaux sociaux, me disent, c'est quoi le 10 core? Est-ce que c'est une norme? Il m'est compliqué de vous dire aujourd'hui que c'est une norme en tant que telle. On va dire que c'est une norme liée en tout cas à la plupart des éditeurs, puisque en tout cas, on en a l'assurance après différents tests que si un éditeur passe ces 10 core, globalement, on est à peu près assuré en tout cas que la solution a toutes ses chances d'être parfaitement intégrée. Maintenant, quand on parle de standard, évidemment, il faudrait que ce standard, il soit, en tout cas, qu'il agrège un maximum de monde. Et c'est pour ça que notre initiative, elle se veut aussi la plus ouverte possible. L'idée, c'est pas de faire payer un ticket d'entrée, c'est-à-dire que aucun éditeur n'a à payer, en tout cas, pour faire ces tests-là. La seule chose que nous, sur laquelle on va se rémunérer, c'est simplement sur la souscription afin de pouvoir justement tester ces 10 core à travers un jeu d'éditeur. Voilà. Alors, ces 10 core, que sont-ils? En fait, ça regroupe, alors je ne les ai pas traduits ici, mais globalement, ça va reproduire l'ensemble du workflow depuis la création de l'asset jusqu'à sa distribution. Alors, création de l'asset, ça va être ce qu'on appelle l'ingest, c'est-à-dire le téléversement dans le DAM. Et là, on va faire des tests extrêmement avancés. Ce n'est pas simplement un JPEG. On va tester un TIFF, on va tester un EPS, on va tester avec de la transparence, on va tester un PDF multipage, on va tester un PDF de packaging. Et très rapidement, il faut savoir que pratiquement 45% des solutions aujourd'hui du marché ne répondent déjà pas à ce premier prérequis. Bien entendu, si on échoue à un de ces tests, de fait, on échoue à l'ensemble du test. Il faut au moins avoir... L'idée, c'est évidemment qu'il y a un score qui va être donné à chaque étape. Celui qui a le plus grand score, entre guillemets, est la meilleure solution. Mais en tout cas, le fait de ne pas pouvoir passer cette étape est humiliatoire et je pense que c'est important. Je vois encore aujourd'hui des solutions
de dames peut-être toutes jeunes qui vont ne gérer que des fichiers JPEG. Bon, c'est un petit peu compliqué de se dire dame si on n'est pas capable de gérer autre chose. Sur toute la partie sécurité, gestion des rôles et des permissions, là aussi, il faut des choses euh, extrêmement précises afin de donner les capacités, les outils aux clients de pouvoir vraiment personnaliser les droits sur les assets. Toute la notion de ce qu'on appelle de rendition, de transformation est importante. Le principe du DAM, c'est quoi? C'est qu'on va mettre un fichier aux définitions et le DAM va être en capacité de nous calculer, nous pré-calculer des formats de fichiers pré-paramétrés, des JPEG à 72 dpi, des fichiers TIFF dans une autre résolution, etc., etc. Idéalement, bien entendu, c'est de pouvoir, de votre côté, de pouvoir les paramétrer, mais en tout cas, il faut au moins déjà que la solution puisse le permettre. La recherche, autre point très importante, là aussi, il faut des moteurs de recherche performants, même si la plupart des solutions aujourd'hui sont basées sur ce qu'on appelle de l'Elasticsearch. Mais en tout cas, il faut être en capacité de chercher en full text dans tout le DAM, dans tous les assets, dans les textes d'un PDF, dans les métadonnées personnalisées liées aux assets. La partie preview est importante également parce qu'elle va permettre aussi, très souvent, je vois encore beaucoup d'utilisateurs qui vont télécharger un asset parce qu'ils voudraient le voir avoir un peu plus de détails. Et finalement, aujourd'hui, les meilleures dames ont cette capacité de pouvoir zoomer. Alors, de façon pas forcément très académique, parce qu'on peut avoir du zoom digital. Certains vont faire des alliances technologiques avec certaines solutions qui vont permettre d'avoir un zoom en temps réel et recalculer à la volée. La notion également de relate, tout ce qui est lié à la version et au lien entre les assets, très important. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité, à partir d'un asset référent, de pouvoir avoir des assets liés. Et ça, on a de innombrables cas clients qui le démontrent, comme une vidéo avec ses différentes traductions, comme un produit avec ses différentes déclinaisons, etc. etc. Et bien entendu, toute la partie publication. C'est-à-dire qu'un DAM, il se veut être ouvert en entrée, il faut être capable de récupérer n'importe quel type d'asset riche. Il faut être également capable de pouvoir le publier. Et en tout cas, ce jeu de test nous permet en fait rapidement de catégoriser un petit peu les acteurs du marché au travers au travers de scores. Alors, pour votre information, c'est un test qui est en place là, depuis 2014, voilà, qui regroupe un certain nombre de fournisseurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a pratiquement une quarantaine de solutions identifiées en tant que telles. Donc là aussi, à partir du moment, c'est l'accès qu'on va donner en souscription aux utilisateurs qui veulent en tout cas souscrire à notre système, ils auront la capacité d'avoir des rapports liés en fait à chacune des solutions avec tous les différents tests de façon extrêmement précise. Et donc, au final, l'analyse, vous voyez, elle va se produire sur tous ces éléments clés, sur tous ces 10 cores. Alors, il y en a un petit peu plus parce qu'en fait, pour chacune des fonctionnalités, on en a un petit peu rajouté. À ce moment-là, chaque solution est passée au crible, va avoir un score et ce score, à la fin, donnera un score final qui permet de comparer deux solutions. Voilà. Donc là, je n'ai pas mis de nom, puisque l'idée, c'est d'être agnostique sur cette présentation. Mais suivant, là aussi, le type de démo scénario, parce qu'on va également rajouter la notion de démo scénario, et bien, certaines solutions seront plus aptes à gérer le use case, par exemple, le cas client d'un marketing manager que d'un social media manager, etc. Donc là, je le dis toujours, hein, c'est pas forcément la solution qui a le plus grand score, qui est la plus adaptée à votre besoin. Il faut simplement, ça vous permet de comparer sans forcément d'expertise, parce que tout ça, ça demande quand même un petit peu de temps pour analyser ces différents éditeurs. Et c'est le temps que nous, on passe justement à travers des démos assez longues que l'on fait passer à chacun de ces éditeurs. C'est plusieurs démos chaque fois de 2 heures. En tout cas, vous gagnez du temps et vous avez accès à toutes ces informations. Donc voilà. Donc là, c'est un autre test qui est fait sur les interfaces, sur tout ce qui est droit. Donc là, chaque fois, vous allez retrouver des scores valables pour ces entités. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est que par rapport à ces 10 cores, on a une représentation maintenant qui s'appelle octogone. Et l'idée, c'est définir un champ finalement de fonctionnalités qui va nous permettre pour chacun des 10 cores de mesurer
la capacité de la solution, en tout cas, à embraser votre besoin d'expression. Alors là, on l'a pour, vous voyez, comme on a différents rounds, c'est-à-dire qu'on a plusieurs étapes. On va tester différents types de solutions. Alors, notamment au niveau, par exemple, des workflows, c'est des choses qui sont assez pauvres la plupart du temps. Donc, quelquefois, un éditeur peut prendre très vite le devant en ayant des choses assez bien, en tout cas assez bien conçues, qui permettent de lui donner une avance. De même que dans la relation des connexions, tout ce qui est sur base d'API, des PIM, des MDM. Voilà. Donc voilà, bon, j'ai essayé en tout cas, de lister l'ensemble de ces besoins. C'est véritablement important. Et là, je ne vous parle vraiment pas de technologie. L'idée, c'est pas de dire je vais prendre un tel, un tel. Et là, c'est important d'être accompagné, je pense, à ce niveau-là, de véritablement être en mode découverte, de connaître votre fond, de connaître votre problématique, de connaître votre métier. Et pour votre information, comme vous pouvez le voir sur cet agenda, ce que je vous fais, c'est un résumé quand même assez rapide de tout ce qu'on a pu aborder déjà sur les 3 premiers webinaires. Donc, vous voyez, j'ai essayé de condenser en 40 minutes ce qu'on a déjà fait en 3 heures. Tous ces webinaires, vous pouvez les retrouver. Je vais vous donner le lien après. Il nous en reste encore 3 webinaires. Donc, vous voyez, demain, on s'attaque à la gouvernance que j'ai rapidement évoquée. Dans 15 jours, on attaque la partie des démos scénarios avec l'éditeur. Donc là, je vous conseille parce qu'on va montrer un certain nombre de scores au regard de scénarios. Donc là, vous pourrez voir un petit peu sur certains éditeurs quels sont les meilleurs. Et puis, on terminera globalement sur le rôle du DAM au cœur de la transformation digitale. Donc, finalement, ma conclusion, c'est quoi? C'est le succès du DAM, il se passe en 6 étapes. Analyse des écarts, des ressources, rassemblement des exigences, gouvernance, scénario d'utilisation et analyse des éditeurs. Voilà. Comme je vous le disais, toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver là sur notre chaîne YouTube. Et ainsi que toutes celles que d'ailleurs que j'ai pu faire avec, puisque c'est pratiquement 16 webinaires que j'ai pu faire là sur les 3 derniers mois. Vous en avez beaucoup en français, notamment avec Archimag, où là, on est rentré dans des cas d'utilisation pratique avec des marques qui font ce qu'on appelle du retail, donc syndication de produits, e-commerce, etc., ou avec du packaging, plus lié avec de la photo. Alors, quelquefois, vous me voyez avec un éditeur. C'est pas que j'ai un lien particulier, mais quelquefois, j'aime bien, en tout cas, parler du métier. Par exemple, Photoware, c'était pour les 25 ans de photostation. Je trouvais que c'était important aussi de montrer comment un photographe aujourd'hui peut travailler. Ça peut être des connecteurs, par exemple avec CAE, ça peut être avec Sitecore, parler du commerce connecté, etc. Enfin, l'idée, c'est d'être agnostique avec comme donnée essentielle l'expérience client. Hop là, non, c'est pas ce que je voulais, ouais, parce que là, j'allais sur le lien. Hop là. Donc là, si vous voulez retrouver aussi le webinaire que j'ai fait, alors là, plus en détail sur les solutions et quels sont un petit peu les vainqueurs de 2020, vous pouvez les cliquer sur cette URL. Là aussi, vous retrouvez un webinaire complètement en français. Notre blog également, où là aussi, tous les 10 jours, j'essaye d'attaquer un sujet. Alors, il est très souvent en anglais, je l'avoue, pour des raisons, parce qu'effectivement, il y a un peu plus de visites. Maintenant, de plus en plus, j'essaie quand même au moins une fois par mois de faire un article en français. Donc, c'est une base de plus d'une centaine d'articles que vous retrouvez un petit peu, d'ailleurs aussi bien sur Planète Dame, qui est un site assez connu pour ceux qui suivent le Dame. Et là, pareil, vous retrouvez, j'essaie toujours de faire un cocktail marketing avec des analytics, des chiffres, une vidéo, un cas client, etc. Sinon, pour nous retrouver, donc notre site internet qui va bientôt s'enrichir aujourd'hui qui est en anglais et en français, qui arrive ce mois-ci en espagnol et en allemand. Les réseaux sociaux. Voilà. Alors maintenant, je vais voir un petit peu si éventuellement vous avez quelques questions. Alors, parmi les questions, j'en ai une qui est relative parce qu'au tout début, j'ai parlé de MDM, de PIM, de DAM, etc. Euh, alors, en fait, d'ailleurs, je crois que ça a été publié aujourd'hui. Là, j'ai travaillé sur un article
avec la société Galilée sur la transformation digitale, donc que vous pouvez retrouver sur leur site internet et sur les réseaux sociaux, où finalement on va commencer un peu un cycle pour expliquer un petit peu tout ça. C'est vrai que c'est toujours un peu technique parce qu'on parle de DAM, PIM, CMS, etc. Bon, même si je suis un petit peu dedans, c'est toujours un peu, je peux comprendre cette complexité. Le DAM, globalement, c'est la fondation, c'est les assets. Le PIM va agréger la data, va utiliser le DAM. Alors, je vous ai dit, hein, toujours avoir cette dualité entre DAM et PIM. Moi, d'expérience, je préfère avoir un DAM et un PIM qu'avoir tout mélangé en même temps. Je sais aussi, là aussi, parce qu'il y a des choses qui sont bien et la technologie évolue, qu'avoir un DAM et un PIM, ça a aussi un coût. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'éditeurs, je dirais essentiellement de PIM, sont en train d'intégrer des solutions de DAM. Bon, bah, si évidemment on a un budget qui est limité, parce que en tout cas, ces budgets peuvent être, ça peut être assez compliqué, je le sais surtout en ces périodes-là. Bah, il vaut mieux commencer par quelque chose peut-être qui fait tout, mais en tout cas, sachez quand même que pour des performances optimales, ce n'est pas forcément l'idéal. Et après, vous avez le MDM, en tout cas, qui va vous permettre aussi d'agréger finalement l'ensemble du contenu de l'entreprise à travers des LED. Donc, au niveau quelle est ma solution d'âme préférée? Bah, en fait, je vais vous dire que j'en ai pas vrai. Enfin, évidemment, on a toujours on a toujours des coups de cœur. Euh, Notre travail principal, et chez Activo en tout cas, il est celui-là, c'est véritablement déjà de répondre à l'expression de besoin des clients. Et cette expression de besoin des clients, elle n'est pas liée à la technologie. Très concrètement, aujourd'hui, en 2020, vous avez pratiquement une centaine de solutions d'âme, une cinquantaine référencées, aussi bien du côté des TenCore que du côté du Restored Group. Tous permettent de gérer des assets avec la métadonnée retrouvée aux assets, avec globalement souvent des technologies utilisées qui sont à peu près les mêmes. Maintenant, ça va vraiment dépendre de votre cas client. C'est-à-dire que dans certains cas, quand je travaille avec des gens dans le packaging, bah, si le client désire, en tout cas, supporter le fichier packaging en tant que tel, alors là, autant de vous dire qu'un PDF packaging est très complexe. Ce n'est pas simplement du RGB, ça peut être ce qu'on appelle des CAG, des Pantones, des choses comme ça. Et là, pratiquement tous les DAM sont, on va dire, sont relativement mauvais, à part quelques-uns. Donc là, c'est une problématique différente. Maintenant, par exemple, lorsque je suis avec un client qui est plutôt dans le e-retail, donc syndication, bah, je vais plutôt m'attacher à trouver en tout cas une solution qui soit très connectée. Et il faut aussi mesurer l'écart, et c'est ce qu'on fait dans l'analyse des écarts, hein, ce qu'on appelle le gap analysis. Vous avez toujours un prix d'une solution d'âme de base. C'est important de voir un peu le marketplace, l'écosystème autour. Et c'est vrai que si un éditeur a déjà un connecteur, bon, je vais prendre avec un PIM X ou Y, hein, prenons un Keneo, une River ou comme ceci, enfin ce type de solution. Bah, évidemment, c'est de l'argent que vous allez économiser parce que fabriquer un connecteur, ça demande de l'argent, hein, directement, et quelquefois, ça peut pratiquement vous coûter le prix de la solution d'âme. Donc voilà, c'est plutôt là-dessus que je vais regarder. Maintenant, en me mettant à la place de l'utilisateur, j'avoue que j'ai quand même le côté design qui est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sur des frameworks de web qui soient modernes. Il faut que ça marche sur un mobile, il faut que je puisse faire du drag and drop mon bureau. Voilà, il faut que ça soit simple. Si les choses sont trop confuses, je crois que c'est compliqué d'embarquer les clients. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment de d'âme en tant que tel, mais le fruit de l'expérience client, je vous dirais que c'est important en tout cas, d'éditeurs se sont basés. C'est par exemple la bibliothèque d'Adobe Stock. Donc là, typiquement, si vous cherchez commencez à chercher des voitures, par troncature, vous avez tout de suite des éléments qui vont vous être proposés. Voilà. Et vous voyez, en 3 clics de souris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué, j'ai mes métadonnées, je peux télécharger. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle une expérience utilisateur réussie. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être informaticien, etc. On est sur des choses simples et je crois que c'est très important. Chose auquel je vérifie quand même au niveau des solutions, c'est la capacité quand même d'avoir le contrôle, une partie de la solution en admin. C'est-à-dire gérer ses métadonnées, gérer un peu de personnalisation. Voilà. Donc ça, c'est pour moi des éléments importants. Alors après, je vais regarder. Alors, comme il est déjà 55, je vais terminer par cette question-là. La question, c'est comment peut-on tester
les 10 core features et l'accès au rapport. Alors, sur le site de IQ Equity Software, ici, cette semaine, vous allez trouver, alors bien entendu, si vous voulez y accéder tout de suite, vous pouvez m'envoyer un lien et je vous donnerai un accès, enfin, moi-même ou en tout cas, mes amis vous donneront un accès. Il faut savoir que c'est quelque chose que vous allez pouvoir souscrire directement en ligne, mais en fait, on a revu un tout petit peu le process et le formulaire. Donc, ça sera sur ce site-là qui est le Codified Consultant. Donc là, c'est sur ce site que vous allez trouver chacune de ces étapes-là. Voilà. Donc pour l'instant, vous cliquez sur Contact. Et d'ici 15 jours, en fait, vous aurez tout un formulaire. Vous allez pouvoir vous enregistrer, choisir 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est complètement, c'est quelque chose qui est, voilà, vous engagez pas pour 1 an. Alors, bien entendu, si vous prenez 12 mois, bah, c'est comme toutes les promos, hein. Vous prenez 12 mois et vous gagnez 1 mois et demi. Mais là, tout ça, bien entendu, ce sont des choses que l'on peut voir ensemble. Mais en tout cas, je vous engage. Ça coûte beaucoup moins cher même on va dire que le prix d'un consultant, je vous dirais presque, hein, et je vous en parle en connaissance de cause. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en libre distribution. Vraiment pour commencer, ça vous donne un premier éclairage. Et là, vous avez accès quand même à une quarantaine de solutions. Vous allez pouvoir comparer tel éditeur avec tel autre, par exemple, sur telle fonctionnalité. Pourquoi il est meilleur, bah, moi, vous expliquer pourquoi il est meilleur. Et, voilà. Et éventuellement voir si la solution est bien présente dans cette trentaine d'éditeurs. Par contre, pour l'instant, tout est en anglais. On est en train de réfléchir et de travailler, mais c'est un gros travail parce qu'il y a beaucoup de rapports à traduire pour avoir une version française. Donc, dans tous les cas, côté France, je suis là pour en tout cas s'il y a besoin d'aide, comme je l'ai déjà fait avec 3-4 clients depuis le début d'année, pour vous aider, vous accompagner voilà, dans tout ça. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire. Vous voyez, avec une présentation qui est complètement en ligne. Donc, je vais pouvoir vous partager de façon interactive. Vous pourrez trouver la vidéo, le PowerPoint, le PDF, l'HTML5, enfin, tout ce qui, bien entendu, bah, n'hésitez pas à me contacter, moi ou mon équipe, dans tous les cas. Ça sera un plaisir de répondre ou en tout cas de démarrer avec vous cette magnifique, je dirais, étape qu'est la transformation digitale, parce que c'est là que vous allez pouvoir gagner des parts de marché et réunir tout le monde autour d'un projet extraordinaire. Voilà. Merci à tous. Et puis pour ceux qui partent en vacances, bah, bonnes vacances. Merci. Au revoir.